Espace Éco, nouveau numéro, bienvenue à tous. En Afrique, la fonction publique et le secteur privé emploient moins de 10% de la population active, un chiffre assez marginal. Pendant ce temps, environ 60% des jeunes africains seraient sans emploi. Et mieux, plus de 10 millions de jeunes actifs entrent chaque année sur le marché du travail. Face à cette statistique qu'on pourrait qualifier de catastrophique, l'entrepreneuriat des jeunes apparaît comme une solution unanime car capable de permettre la multiplication des emplois dont le continent a besoin. Si la valorisation de l'entrepreneuriat est dans l'air du temps, elle demeure pour l'instant à l'étape embryonnaire en Afrique et peine surtout à sortir de l'œuf au point d'apparaître illusoire au regard d'une jeunesse assoiffée d'emploi. Mais qu'est-ce qui bloque l'essor de la création d'entreprises par les jeunes Africains? L'entrepreneuriat pourrait-il porter des fruits dans l'environnement économique actuel des pays africains? Quelles sont les réalités des entreprises lancées par les jeunes sur le continent? Autant de questions que nous allons aborder dans ce numéro d'Espace Éco. Et pour le faire, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Cyriaque Edon, économiste. Il est également enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Cyriaque Edon, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de m'inviter. J'accueille également Jaurès Sobossi, analyste économique. Il est aussi jeune chef d'entreprise à Cotonou au Bénin. Merci Jaurès d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie pour l'invitation aussi. Alors, Cyriaque Edon, pour ceux qui ne le savent pas, quand on parle de l'entrepreneuriat des jeunes, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, merci monsieur le journaliste. Bonjour monsieur Sobossi, chers téléspectateurs, bonjour. Je ne vais éviter une définition trop théorique ou trop... on va être beaucoup plus pragmatique. L'entrepreneuriat, c'est la capacité d'entreprendre, je me répète un peu, une activité qui permet de créer de la richesse et de générer de la richesse. Et donc, c'est quelqu'un qui monte une entreprise et qui gère son entreprise. Mais souvent, il ne faut pas confondre l'entrepreneuriat avec exclusivement l'auto-emploi. On peut être entrepreneur et être salarié de son entreprise, vous voyez. Et donc souvent, quand on parle d'entrepreneur, les gens font cette confusion. Alors, s'il est établi que l'entrepreneuriat constitue incontestablement une solution pour la réduction du taux de chômage des jeunes en Afrique, il demeure cependant une réalité que c'est toujours à une étape embryonnaire. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cette situation? Oui, en fait, il y a une distinction qu'il faut faire. Au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on parle de moins de 10% pour le secteur privé, on parle du secteur privé formel. Il y a l'informel, qui est aussi une forme de secteur privé. Et donc, où il y a des entrepreneurs et qui occupent presque 90 voire 95% dans certains pays. Maintenant, ce qui se passe en réalité, c'est la structure de nos économies. La structure de ces économies qui font qu'aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, le secteur informel a pris le dessus sur le secteur formel. Et ce secteur informel propose des emplois qui ne nécessitent pas beaucoup de qualifications. Et ce qui crée ce problème de chômage élevé que vous voyez qui pose l'inflation. Donc, c'est clair que tous les pays en développement, y compris particulièrement les pays subsahariens, doivent mettre tout en place pour favoriser l'éclosion, la promotion du secteur privé formel. Et donc là, c'est beaucoup plus, il y a la législation, mais il y a aussi les moyens financiers qui doivent accompagner. Alors, beaucoup de pays tentent d'aller vers ce secteur privé formel, mais les difficultés sont là, ça ne prend pas. Où se trouve l'handicap? Oui, il y a plusieurs goulots. Il y a le premier goulot, et c'est là sur ça que les gens travaillent, les pays travaillent de plus aujourd'hui, c'est l'environnement des affaires. Cet environnement des affaires
qui n'est pas si favorable que ça. Vous prenez, et quand je parle de l'environnement des affaires, je veux sortir un peu du climat des affaires. Le climat des affaires, c'est exclusivement doing business. C'est la facilité à créer d'entreprises et tout le reste. Et si vous prenez par exemple le cas des pays africains, y compris particulièrement le Bénin, a fait des efforts dans ce domaine avec toutes les réformes, guichet unique, possibilité de créer son entreprise en 24 heures et tout le reste. Donc, il y a eu ces efforts qui ont été faits. Mais si on prend l'environnement de façon globale, y compris la protection de l'investissement. Donc, lorsque vous avez un préjudice avec quelqu'un, comment ça se règle? Donc, c'est la confiance à l'appareil judiciaire. Quel est l'appareil judiciaire qui est mis en place pour accompagner cela? C'est aussi la disponibilité des infrastructures de production, c'est-à-dire l'eau, l'énergie et les facteurs de production de façon globale, donc le capital humain aussi. Donc, vous avez tout ça qui nous en manquons cruellement. Et donc, pour vraiment impulser l'entrepreneuriat, ça cause certains problèmes. À côté de ça, vous avez finalement aussi la formation, mais vous avez aussi un truc qu'on sous-estime beaucoup, c'est le capital social, c'est-à-dire la confiance interpersonnelle. Ce qui fait que, au lieu d'avoir des grands groupes, nous avons des individus qui veulent se lancer tout seuls. En voulant se lancer tout seuls, ils n'ont pas suffisamment de moyens, donc ils restent dans le secteur informel pour créer une petite activité qui leur permet de survivre. Je vais revenir à vous, docteur Cyriaque Edon. Jaurès Sogossi, vous êtes jeune chef d'entreprise. De votre position, comment est-ce que vous expliquez cette faible propension des jeunes à aller vers l'entrepreneuriat? D'abord, il faut dire que nous sommes dans des pays où les parents sont prêts à financer à coups de millions les études de leurs enfants. Mais le parchemin, une fois obtenu, les parents ne sont pas prêts à déposer même 100 000 francs pour que le jeune ouvre un registre de commerce. Et pour introduire mon intervention, je vais faire lecture d'un des articles que M. Galiou Soglo a écrit sur des déboires qu'il aurait eu dans l'entrepreneuriat, un long test, mais dans lequel je prends juste une petite partie où il s'adressait à une certaine dame Ariel. Je cite: Ariel, il n'y a rien de plus dur que l'entrepreneuriat. Les banques vous servent un joli français et des heures de réunion, mais la finalité est qu'ils disent non. Ma chère, il y a des banquiers pas gentils. J'en ai connu de pas gentils du tout. Fin de citation. Monsieur Galiou Soglo est ancien ministre du Bénin. Monsieur Galiou Soglo est fils de président du Bénin qui est encore en vie. Monsieur Galiou Soglo est fils de député. Si une personne comme lui, avec tout ce qu'il peut donner comme garantie morale, garantie matérielle, parcelles, immeubles et autres, se fait tourner en bourrique dans les banques, imaginez les jeunes qui viennent de familles anonymes. Imaginez nous autres qui sommes des kidam. Ça va être plus compliqué pour nous autres. Avec tout ce que lui a comme relation, il n'a pas pu intervenir, il n'a pas pu agir sur le système pour pouvoir avoir satisfaction. Il est allé dans le test plus tard pour dire qu'il était obligé de vider ses poches et les poches de ses amis pour pouvoir réaliser son projet, qui est encore un projet dans l'agriculture. Vous imaginez? Si dans ce secteur où toutes les confiances sont possibles, les banques sont réticentes à accompagner les entrepreneurs, c'est difficile pour nous autres jeunes qui n'avons non pas seulement de garantie, pas de relation, mais qui ne sont peut-être pas aussi intéressés par le secteur de l'agriculture, de trouver des financements. Malheureusement, le diagnostic n'est pas bien posé. On n'a pas trouvé la source même du problème. Nous sommes dans un monde aujourd'hui planétaire où la concurrence est très rude entre pays et entre continents. L'Afrique aujourd'hui est gardée comme un terrain en jachère pour des investissements peut-être futurs, mais par qui? C'est là le problème. Il n'est pas de l'intérêt du monde que de grands groupes industriels, que de grands groupes entrepreneuriaux émergent en Afrique. Il n'est pas de l'intérêt des autres que nous ayons la capacité aujourd'hui de transformer nos matières premières chez nous. Il n'est pas de l'intérêt des autres que nous ayons des entreprises qui pourraient un jour aussi concurrencer le marché. Quand vous parlez des autres, de qui vous parlez? Je parle du monde externe. Je parle du monde externe, principalement la France. Et c'est en cela que vous pouvez observer que la visite de Macron au Burkina, lors de son discours, il a consacré plus de 25 minutes à développer ses propositions d'investissement en Afrique. Si l'Afrique avait déjà connu des investissements, comprenez qu'il ne pouvait plus venir placer ses entreprises. La concurrence aurait été plus rude, le terrain ne serait plus vierge. Mais tant qu'on maintient notre terrain vierge, des gens viendront toujours investir ici. Et c'est
l'erreur que font aussi nos dirigeants Oui, en mais allant... la France n'a jamais empêché un jeune d'entreprendre. Justement, la France a empêché tous les jeunes d'entreprendre par un système bien huilé, bien De ficelé. quel système parlez-vous? Empêcher le financement de ces entreprises. Par quel mécanisme? Par le mécanisme du franc CFA, parce que dans la gestion du franc CFA, il est imposé un ratio crédit-PIB de maximum 23%. C'est-à-dire que quoi? Le montant des crédits à accorder dans les pays CFA est déjà fixé à l'avance, à seulement 23% du PIB. Quand on connaît déjà la faiblesse de nos PIB, la faiblesse de l'enveloppe de nos PIB, et que cette enveloppe est encore limitée à 23%, on peut imaginer l'enveloppe qui doit être destinée aux prêts chaque année dans nos pays. On va faire les prêts crédits et intrants agricoles, on va faire les prêts infrastructures routières, on va faire les prêts et autres. Qu'est-ce qui reste pour que les jeunes puissent avoir accès au financement? Pendant ce temps, ce même ratio en France est d'environ 100%, 150% aux États-Unis. Imaginez déjà la grosseur de leur PIB et qu'eux, ils fassent 100% de leur PIB en termes de crédit. Le décalage est terrible, net, et empêche toute initiative, surtout même novatrice en Afrique, de pouvoir aller surtout sur le terrain de l'industrialisation. Tel que le système est fait aujourd'hui, vous n'aurez jamais de grands groupes tels que Areva, vous n'aurez jamais de grands groupes tels que Toyota, vous n'aurez jamais de grands groupes qui verront le jour en Afrique parce que le financement Vous pensez que le sera groupe pas. Dangote, c'est un petit groupe? Dangote n'est pas un petit groupe. Mais Dangote n'est pas... MTN, c'est un petit groupe. Dangote ni MTN Vous parlez ne sont de pas l'Afrique, dans... vous parlez de la zone UEMOA. Donc, Je parle de la zone, je parle de la zone CFA. Un peu le Je débat. parle de la zone CFA. Quand je parle du CFA, Dangote n'est pas dans les... Ok, dans la vous zone parlez CFA. de la zone CFA. Je parle de la zone CFA principalement. Donc, au départ, on parlait de CFA. l'Afrique, donc je n'ai pas compris la dérive. La vision que je vois de l'Afrique, plus parce que je suis dans l'Afrique francophone, D'accord. j'intègre plus ces pays qui utilisent aujourd'hui le CFA et que j'appelle l'Afrique. Et D'autant plus que vous êtes dans l'espace CFA. Alors, Dr Sigra Kedon, l'une des difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés lorsqu'ils décident d'entreprendre, c'est ce qu'ils viennent de souligner, l'accès au financement qui est forcément difficile. Finalement, on a l'impression que l'entrepreneuriat miroité par les dirigeants, par beaucoup d'acteurs du monde des finances, n'est qu'un mirage, puisque l'environnement n'est pas forcément favorable. Oui, on peut se poser la question, mais je voudrais clarifier certaines choses. Je pense que quand on avance des arguments, il faut en fournir les preuves. Moi, personnellement, je n'ai vu dans aucun test de la BCEAO qui dit on fixe le crédit à 23%, le ratio taux crédit PIB. Et il y a plusieurs pays qui sont des pays développés qui ont des ratios taux crédit plus faibles. Je l'avais cherché sur le site de la Banque mondiale la dernière fois, j'avais trouvé certains pays comme le Botswana et ainsi de suite. Non, pas le Botswana, et les pays européens, ça m'échappe, je n'ai plus les idées en tête. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que il y a un mécanisme qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas accès au crédit. Ce qu'il a cité, il y a un principe qu'on connaît pour tous ceux qui ont eu à travailler avec les banques, que les banques ne financent pas les start-up, c'est-à-dire les entreprises qui débutent. Ils te demandent toujours beaucoup de preuves, des bilans et autres, ce que vous ne pouvez pas fournir sur un seul projet. Maintenant, ça, c'est quelque chose à corriger. Qu'est-ce qui les amène à le faire? Ils vous diront qu'il y a des problèmes d'évaluation du risque. Ils n'arrivent pas à réellement évaluer le risque pour plusieurs facteurs, que sont notamment la capacité des individus à fournir, l'authenticité des documents que nous fournissons. Nous savons aujourd'hui que vous pouvez être à Cotonou et avoir un certificat de résident à Parakou. Vous pouvez être à Cotonou, aller sortir un casier judiciaire, nous savons où. Donc, tous ces problèmes font que ça augmente le risque de défaillance de l'individu, puisque nous ne pouvons pas faire la traçabilité de l'individu et ainsi de suite. Ça, c'est l'un des arguments qu'ils avancent. Mais en tant qu'économiste, je dis, normalement, s'il y a du rôle de la banque de savoir prendre des risques. Donc, des banques aussi frileuses, c'est un peu étonnant et c'est un peu... je ne peux le cautionner. Mais ils ont leur raison de ne pas le faire. Il y a depuis longtemps qu'on parlait du fichier des crédits des banques qui devait faire par la Banque centrale. C'est en cours, ce n'est pas fait. Parce que moi, je peux avoir crédit à la BESIC, aller à BOA prendre un autre crédit, aller à une troisième banque prendre un autre crédit sans que les banques ne savent pas, puisqu'elles ne communiquent pas entre elles. Donc tout cela fait que le risque de défaillance est très élevé. On ne peut pas avoir le taux d'endettement précis de l'individu. Ça peut expliquer en grande partie pourquoi ils préfèrent avoir déjà des individus dont ils ont l'habitude et qu'ils ont quelques années avec eux. Parce que même quand vous venez les voir, ils vous demandent
d'ouvrir le compte chez eux, de tenir votre comptabilité chez eux, ce qui leur permet de pouvoir avoir des signaux pour pouvoir mieux fixer le crédit. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que même dans notre environnement, avec le niveau de pauvreté que nous savons, moi je ne veux pas prendre le cas d'une personne particulière, je préfère parler de façon globale, le fait d'avoir un pouvoir d'achat aussi faible fait qu'il y a ce qu'on appelle en économie l'aléa moral. Vous êtes exclu du système financier classique. Et c'est pour cela que les microfinances se sont développées ces dernières années. Seulement que ces microfinances que nous voyons ont des montants assez plafonnés et parfois faibles pour donner des grandes ambitions, mais aussi ces microfinances doivent aller au-delà du financement. Ils doivent accompagner les individus dans la mise en place de leur entreprise pour pouvoir s'assurer en part aussi que l'individu sera solvable. Et donc, pour votre question, oui, on peut se dire que c'est un rêve, une illusion qui est vendue, mais en réalité, je pense que c'est le chemin. Et nous savons qu'il faut aller vers l'entrepreneuriat, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut aller vers l'entrepreneuriat, mais il faut revoir plus ou moins, réajuster cette politique d'entrepreneuriat qui permettrait aux gens, aux individus, de créer des entreprises. On ne se lève pas du jour au lendemain pour créer un grand groupe. On part souvent, la plupart des groupes partent souvent des PME, PMI, et c'est en grandissant qu'ils deviennent un grand groupe. Et donc, c'est le fait de pouvoir accompagner tout au long et faire des paris tout au long du cycle de vie de l'entreprise qui est très important. Mais on peut avoir aussi, ce que vous voyez dans les autres pays, ce n'est pas seulement les banques qui financent. Vous avez des entrepreneurs, qui financent directement des start-up, des jeunes qui demandent leur entreprise et autres. Et donc, si vous regardez au Bénin, nos entrepreneurs peuvent le faire. Nous avons quand même quelques grands groupes. D'accord, il y a le groupe CAJAF, il y a l'actuel président qui avait un grand groupe, quand même un grand entrepreneur qui est reconnu. Donc, ils auraient pu le faire. Ça s'appelle le réinvestissement et le pari sur l'avenir. Donc, ça permet aussi de diversifier un peu. Or, quand vous allez aux États-Unis, vous allez voir Zuckerberg ou tous les grands groupes, ils ont une partie de leur chiffre d'affaires qu'ils dégagent sur des petites entreprises et ils prennent des paris par rapport à cela. Donc, il y a tout un circuit qu'il faut revoir et créer un environnement plus favorable. Je vais intervenir sur le financement des entreprises par d'autres entreprises. Notre grand défaut dans nos pays africains, c'est que nous allons souvent à la recherche des investisseurs étrangers. Nous faisons même des tables rondes à Paris et autres pour les investisseurs étrangers, pendant que les autres luttent contre les investissements étrangers, même s'il le faut. Quand vous avez mené un étranger chez vous qui investit chez vous, ce n'est pas son souci de financer d'autres entreprises chez vous. MTN n'a jamais financé peut-être la naissance d'une entreprise chez nous. Alors, vous parlez de l'Afrique. Je ne comprends pas. Vous dites Afrique, vous parlez de MTN. MTN, c'est un groupe africain. Là, il le ramène à son environnement. Mon environnement sur lequel j'interviens est toujours l'environnement CFA, que j'appelle zone Corée désormais. MTN n'a jamais financé la naissance d'une entreprise ici. Nocibé ne financera jamais la naissance d'une entreprise ici. Sobebra ne financera jamais la naissance d'une entreprise au Bénin. Nous avons de ces... Bolloré ne financera jamais la naissance d'une entreprise au Bénin. Si ces entreprises étaient détenues par des Africains béninois, pour ce qui est de la zone CFA, je suis sûr que leurs intérêts ne seraient pas transférés hors de notre zone économique. Et tant que leurs intérêts, leurs profits resteront dans cette zone économique, ces gens chercheront à financer d'autres entreprises. Mais tant que nous sommes dans cette logique de recherche des investisseurs étrangers, même pour les petites choses telles que le cinéma qu'on a vu récemment, où j'estime que le montant investi là ne dépasse peut-être même pas 1 milliard de francs CFA, et qu'on est obligé de faire venir un étranger qui va installer de ces choses, qui n'amène rien de matériel dans le pays, mais qui collecte l'épargne nationale, à sortir du pays, on va se retrouver dans un cercle vicieux où seulement les étrangers continueront à avoir les entreprises chez nous, rapatrier leurs profits, nos jeunes au chômage, nos jeunes être esclaves de ces entreprises créées par des étrangers, à être des salariés à vie et à mourir peut-être même endettés. C'est le point pour nous aujourd'hui de faire demi-tour et de revoir les choses dans un autre sens. Alors, j'ai vu en Éthiopie un barrage qui voulait être financé par la Banque mondiale qui s'est retiré finalement avec les PTF qui se sont retirés parce qu'ils ont eu un problème sur la distribution de l'eau du Nil. Mais les Éthiopiens ont financé sur fonds propres le barrage. Avec des bons de trésor sur fonds propres. Des bons de trésor où ils n'ont même pas voulu que des étrangers viennent prendre. Mais pourquoi ici, nous n'avons pas la possibilité de faire un système financier qui permettra à nos mairies d'avoir des lignes budgétaires destinées à l'investissement, qui permettrait à nos
population, même chacune des entreprises publiques, d'avoir des lignes budgétaires lorsqu'ils programment leur budget, d'avoir des lignes budgétaires pour savoir que cette ligne est dégagée pour l'investissement, cette ligne est dégagée pour que telle société, que ce soit la SONEB, que ce soit la SBE, que ce soit les entreprises publiques, deviennent actionnaires d'autres sociétés. Au centre de ce débat, finalement, est-ce que c'est une illusion l'entrepreneuriat brandi, miroité aux jeunes? D'abord, je dirais que les autres pays ne se sont pas construits avec l'entrepreneuriat des jeunes. Les autres pays se sont construits avec principalement l'industrialisation, qui ne se fait pas avec des montants tels que les 5 millions, 10 millions, 20 millions qu'on distribue à l'entrepreneuriat ici, au moins des jeunes, en leur demandant de construire une économie nationale. Les autres économies se sont construites avec des investissements sérieux et conséquents sur du long terme. Il faudrait aujourd'hui aussi que nos États refassent le bilan des programmes d'ajustement structurel et sachent qu'il ne faut plus continuer dans le même sens. Il fut un temps, ils nous ont imposé ces programmes d'ajustement structurel, mais l'eau a déjà coulé sous les ponts. Il est l'heure qu'on se réassoie, qu'on redéfinisse le chemin à suivre. On ne va plus continuer à faire ce que nous avons fait pour se retrouver dans le gouffre, sachant qu'il y a autre chose qu'on peut faire, c'est-à-dire que l'État redevienne entrepreneur, que l'État remette la main à la pâte. Aujourd'hui, nos États se financent exclusivement sur la fiscalité. C'est comme un chef de famille qui, dans une maison, ne fait aucune activité, mais demande à ses enfants autour de lui de leur amener tel montant, tel que les taxes qu'on perçoit sur les entreprises nationales aujourd'hui pour pouvoir financer l'économie nationale. Tant que nos États ne vont pas se mettre dans la logique de chercher l'argent. Il y a par exemple le chantier naval de Saint-Nazaire en France qui a signé en 2016, je crois, un contrat de 34 milliards d'euros avec l'Australie pour lui fournir, je crois, 12 sous-marins. 34 milliards d'euros, c'est environ 10 fois le budget du Bénin. Pour une seule entreprise française qui déjà fait 10 fois le budget du Bénin sur un seul contrat. Je pense même jusqu'hier, il y a eu un contrat avec Airbus pour 100 avions. Donc ce sont des entreprises, ce qui fait que quand leurs présidents voyagent, vont à l'étranger, ils vont avec un nombre d'entrepreneurs qui souvent sont des entreprises mixtes, c'est-à-dire État privé, qui vont chercher des contrats, qui vont chercher de l'argent, mais ne s'asseyent pas pour seulement compter sur la fiscalité, pour seulement compter sur les taxes, pour financer le fonctionnement de l'État. Tant qu'on va se retrouver dans cette logique où l'État ne comptera que sur les taxes, ça va être très difficile. Alors, au-delà on parlait de l'entrepreneuriat des jeunes, au-delà du difficile accès au financement, Dr Edon, qui empêche les jeunes d'entreprendre, il y a également l'environnement de la fiscalité dans beaucoup de pays africains qui apparaît comme dissuasif. Oui, je vais revenir, mais je voudrais un peu corriger certaines choses parce que quand on parle, encore une fois, il faut fournir des arguments et fournir des sources. Lorsqu'on dit aucun pays ne s'est bâti avec des petites entreprises, c'est une hérésie totale. Lorsque vous prenez la plupart des pays, les entreprises, la plupart des grands groupes que vous avez eus, ils ont commencé petits et ils sont devenus grands. On ne parle pas, il y a eu des entreprises d'État où l'État peut créer une grande entreprise et mettre de l'argent, ça devient une grande entreprise, mais ce qui finance l'économie, ce qui fait produit dans l'économie, c'est souvent des petits groupes. Aujourd'hui, les PME, PMI, vous allez dans les pays développés, ils sont plus de 2/3 des entreprises qui sont dans là. Et ils participent à plus de 60 à 70% au PIB. Donc, il faut vraiment circonscrire les choses et dire les choses comme il se doit. Et je pense aussi que lorsqu'on dit il faut empêcher les investisseurs étrangers, on ne peut pas faire venir des investisseurs étrangers, ça reste une hérésie pour un pays de 10 millions d'habitants. Si on veut circonscrire au niveau béninois, nous sommes 10 millions d'habitants, même aucun groupe étranger en réalité sérieux n'est pas intéressé par 10 millions d'habitants. Quand les gens viennent pour installer une entreprise au Bénin, si un grand groupe vient installer une entreprise au Bénin, ça sera pour viser le Nigeria, pour viser le marché UEMOA. Parce que ça fait un plus grand nombre de consommateurs. Ce n'est pas avec 10 millions de consommateurs que vous aurez des grands groupes qui vont venir investir au Bénin. Mais cela dit, une politique nationale qui valorise l'investissement national, je suis pour une politique nationale qui permet d'attirer aussi bien les capitaux étrangers, mais qui se mettent ensemble avec un local, je suis tout à fait d'accord. parce que tout est aussi la profondeur de la possibilité, la capacité d'investir aussi des locaux. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on peut
construire une centrale électrique au Bénin sans faire appel à des fonds étrangers. Vous prenez toutes les entreprises béninoises ensemble, ils n'ont pas la capacité de financer cela. Il faut qu'on se dise la vérité et qu'on sorte de l'utopie et de l'anti-mondialisme. Alors revenons Là, si je veux revenir sur la question de financement, c'est ça? Non, fiscalité. Oui, la fiscalité, en fait, le vrai problème de nos pays, c'est quoi? Nous avons un secteur informel très grand qui échappe à la taxation, à la fiscalité. Et vous avez un secteur privé très faible. Et avec des normes que nous devons atteindre en termes de recommandations, en termes de pression fiscale. D'accord? Si je prends, normalement, on dit qu'il faut que ça soit 20% selon les orientations de l'UEMOA, 20% des recettes intérieures, des recettes fiscales intérieures doivent le taux d'imposition national, plus ou moins. Le Bénin est aujourd'hui autour de 13%. Mais comme ils sont peu à le payer, ça pèse sur le peu nombre d'entreprises qui le payent. Et donc, il faut arriver par un mécanisme à élargir la base fiscale, l'assiette fiscale, pour pouvoir permettre aux entreprises de souffler. Mais au même moment, vous avez eu des efforts qui ont été faits. Les taux d'imposition ont baissé au cours du temps. Quand vous comparez il y a quelques années à ce que les gens payent aujourd'hui, ça baisse, mais c'est sûrement pas encore suffisant. Il y a des efforts qui sont faits. Vous prenez à chaque fois les différentes loi de finances, vous allez voir qu'il y a des remises d'impôts. Mais il y a s'agit des trucs là qui sont exonérés des taxes. des conditions qui sont faites aux jeunes entreprises. Oui, aux entreprises existantes. Mais vous avez, par exemple, vous avez le principe de crédit d'impôt pour les entreprises qui viennent de naître. Avant, c'était 4 ans. Ça n'a pas été supprimé. Avant, c'était 4 ans. On vous laisse 4 ans pour un crédit d'impôt et vous commencez par payer l'impôt à partir de la 4e année. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Les entreprises naissent, elles durent 4 ans, elles disparaissent. Une autre naît pour pouvoir en bénéficier. Et on se rend compte que c'est le même promoteur. Et donc, ce qui a été fait, c'est de le trimestriel, de le faire 4 manches par an. Non, c'était 2 ans, excusez-moi. C'était 2 ans, mais ça a été maintenant fait sur... l'impôt sur 2 ans a été mis sur 4 ans. C'est-à-dire qu'on met, au lieu que ça soit simplement, vous êtes carrément, vous ne payez pas pendant 2 ans, vous allez payer un trimestre par an. Vous ne payez pas un trimestre ou un semestre par an, si mes souvenirs sont bons. Et ça s'étend maintenant sur 4 ans. Parce qu'on sait plus ou moins que la durée de vie d'une entreprise au Bénin, c'est autour de 2-3 ans. D'accord? Et donc, si on lui laisse le temps de pouvoir continuer, on lui permet de pouvoir allonger cette durée. Passer ces 2 années de difficulté, en général, ça démarre. Et donc, il y a ça existe. Je crois que c'est un trimestre ou un semestre que vous ne payez pas par an, et ça permet de l'étendre sur 4 ans. Alors qu'avant, c'était 2 ans d'exonération complètement sur la durée. Alors, j'aurais ce mot-ci en tant que jeune chef d'entreprise. Comment est-ce que vous décrivez l'environnement de la fiscalité, cet environnement? Les exonérations étaient sur 1 an. C'est maintenant, automatiquement, à la première déclaration et à la première attestation fiscale, vous devez payer une partie et réchelonner le reste. Mais je reviens toujours à la politique parce que l'État veut financer son budget avec la fiscalité. Le jour où nos États vont décider de financer leur budget avec autre chose. Mais le Bénin va financer son budget avec quoi, à part la fiscalité? Dites-moi. Ok. Le Rwanda, que tout le monde cite en exemple, Paul Kagame, à part le fait d'être président de la République du Rwanda, est président du Fonds d'investissement national Crystal Venture. Paul Kagame passe plus de temps dans ses bureaux de Crystal Venture qu'à la présidence. Paul Kagame installe des unités de production au moins chaque 6 mois. C'est un pays qui veut se financer. C'est un pays qui veut faire dos à la mendicité. Nos pays sont aujourd'hui... Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai répondu. Le fonds d'investissement est financé comment? Le fonds d'investissement est financé... viennent d'où? Naturellement. Paul Kagame est allé jusqu'à installer des entreprises exploitatrices au Congo. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ça? L'Afrique aujourd'hui a toutes les ressources naturelles du monde. C'est l'Afrique aujourd'hui qui exporte l'or, qui exporte le diamant, qui exporte le coltan, qui exporte... Rien n'empêche le Bénin... Mais vous ne répondez pas à la question. De s'auto-saisir de son champ, même si c'est un champ marginal de pétrole qui était prévu pour 10 000 barils par jour, de le déployer sur fonds national et de l'exploiter. Rien n'empêche le Bénin aujourd'hui de
comment je vais dire, aller au Niger s'il le faut, rentrer dans les mines. Même au nord du Bénin, il y a des mines avec la cartographie que l'ancien régime avait déployée, dont les résultats avaient déployé en Bref, fait de il faut laisser la piste de la fiscalité pour financer les budgets et aller à la production. C'est ce que vous voulez Il faut aller dire. à la production. Et quand je veux... Mais la finalité de la production, c'est quoi? Et quand C'est je pour reste retirer même- des impôts. Et quand je reste même sur... Quand je vais même laisser le secteur des mines, même si le Bénin décide d'installer une industrie de fabrication de moustiquaires, je pense que le Bénin ne va pas dépenser plus de 200 milliards peut-être. Mais qu'est-ce que le Bénin va gagner avec une industrie? Je prends juste le cas de moustiquaires. Rien n'empêche l'État béninois de dire, OK, arrivé à l'étape où nous sommes aujourd'hui, nous avons ouvert des conteneurs de moustiquaires la dernière fois avec des montants pas possibles. Ou au bout de 8 mois, au bout de 1 an, ces moustiquaires vont se gâter, on sera obligé d'en importer. Une industrie de fabrication de moustiquaires n'est pas une industrie aussi lourde que ça. Quand vous parlez du Bénin, je vais comprendre. Excusez-moi, quand vous parlez du Bénin, vous voulez parler de quoi? De l'État béninois De l'État qui béninois. devient entrepreneur à la Oui. place du secteur privé, c'est ça? Qui accompagne Donc, le secteur privé. c'est la promotion des entreprises publiques que vous êtes en train Oui, de dire. justement. Ok. Qui accompagne Nous le l'avons secteur privé. essayé. C'est pas Pendant parce que 17 ans, on a vu ce que ça a donné. Mais bon. Mais la France continue de l'essayer. Et la France réussit bien. Alors, on ne va pas faire le procès de la France. Quelles sont vos expériences avec l'environnement de la fiscalité où vous évoluez? Est-ce que ça favorise quand même l'entrepreneuriat des jeunes que vous êtes? Je n'ai pas eu une très grande pression fiscale. C'est vrai que l'obligation de payer parfois est un peu dure, étant donné que l'État vous doit parfois, mais demande que vous payiez les impôts pendant que l'État ne vous a pas payé. Au même moment, il y a beaucoup de jeunes entreprises qui disparaissent juste parce qu'il y a la pression fiscale. Oui, naturellement. Donc, Oui, c'est un fait. Parce c'est que un fait. le système béninois est fait tel que vous gagnez des marchés ou que vous ne gagnez pas de marchés, vous devez payer l'impôt. Non, Comment quelqu'un qui n'a pas de rentrée financière va être amené à payer l'impôt sur quelque chose qu'il n'a pas gagné? Ils ont fixé un minimum que vous devez payer, que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas de marché. Mais si vous faites un chiffre d'affaires de 0 francs, vous devez maintenant sortir de vos poches de l'argent pour payer de l'impôt. C'est difficile dans ces conditions. Pendant que j'ai été à Hong Kong où, lors des premiers bilans, on vous paye parfois lorsque vous avez fait faillite. Genre, le même pourcentage que vous payez lorsque vous avez fait des profits, l'État vous paye cet argent lorsque vous faites faillite, au prorata de la faillite que vous avez faite, pour pouvoir vous permettre de ne pas disparaître. Mais c'est vrai que je ne peux pas espérer encore des choses pareilles au Bénin avec l'environnement de la corruption et puis le non-patriotisme. C'est-à-dire le niveau de patriotisme n'a pas encore atteint un certain niveau donné. On ne peut pas encore expérimenter ce genre de choses ici. Mais il faudrait au moins qu'on réduise pour que si quelqu'un ne gagne pas de marché, que la personne n'ait pas à payer. Docteur, donc, la pression fiscale, ça tue forcément. Non, c'est un fait. On est d'accord. Écoutez, moi j'ai expliqué le principe. Avec la mondialisation et avec le texte CEDEAO, par exemple, nous sommes obligés d'abandonner progressivement la fiscalité de porte à la fiscalité intérieure. Pour rendre une économie plus résiliente, elle doit pouvoir s'autofinancer intérieurement et donc accroître les ressources internes. Et les ressources internes sont globalement des impôts. Et d'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui au Bénin, des 3 régies, la première régie, aujourd'hui, c'est la régie des impôts. Parce que, avec toutes les réformes qui ont été faites dans ce secteur-là, c'est clair. Et ce que nous disons fondamentalement, c'est que c'est parce qu'il y a très peu de personnes qui le payent, qui sentent que c'est élevé. Et donc, il faut aujourd'hui arriver à faire contribuer beaucoup plus de personnes. Même quand on parle de patriotisme dont il est en train de parler, souvent, on attend tout de l'État. Le patriotisme vient aussi de nous. Parce qu'on dit l'État va, l'État doit. Mais moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je fais pour l'État? Moi, en tant qu'individu, est-ce que je suis prêt, lorsque j'utilise les routes, lorsque j'ouvre mon robinet d'eau, que j'utilise l'électricité, que j'envoie mes enfants à l'école et tout le reste, est-ce que je ne me demande pas où est-ce que l'État trouve l'argent pour ça? Au même moment où l'État n'arrive plus à créer des emplois, est-ce qu'il ne faut pas faire des conditions pour ces jeunes finalement qui décident de mettre la main à la pâte? Ce n'est pas à l'État de créer de l'emploi. Justement, l'État doit mettre en place des conditions favorables pour créer de l'emploi. C'est pour ça que la grande nationalisation des entreprises dont il est en train de parler, moi, je ne suis pas pour. Nous devons promouvoir le secteur privé et l'initiative individuelle, l'initiative privée. L'État doit accompagner les gens en rendant l'investissement possible, attractif et sécurisé. Comment je le fais? Je dis au départ,
D'abord, c'est les questions de procédure qu'il faut faciliter. Aujourd'hui, les procédures sont facilitées. Les questions d'investissement, aider les gens à trouver des investissements. Il y a le FNPEJ et le FNM qui marchent plus ou moins bien. Il faut les réformer aujourd'hui pour arriver à les rendre beaucoup plus efficaces. Et je pense que c'est dans ce sens que c'est en train de s'inscrire le programme ARCHE dont on parle actuellement. Vous avez, à côté de cela, maintenant, la politique au niveau régional, au niveau de la BCEAO, qui doit être revue pour permettre de financer directement l'économie. Nous parlons globalement de la politique. Aujourd'hui, la seule politique de la BCEAO, c'est clair dans ces tests. La BCEAO a pour rôle le contrôle des prix, maîtrise de l'inflation. Quand vous prenez la plupart des pays africains aujourd'hui, le niveau de l'inflation est bas. Donc, nous n'avons plus besoin de se focaliser sur le maintien de l'inflation. Mais nous devons aller au-delà, permettre à la BCEAO doit commencer par prendre l'initiative de financer les investissements et de financer les pays, ce qui n'est pas le cas. Dans les autres pays, ça se fait. Vous voyez, souvent on dit, attention, les États-Unis veulent être au bord de banqueroute. Et on a la Federal Bank qui dit, nous relevons le niveau de dette des États-Unis. C'est exactement ça. La BCEAO doit pouvoir le faire. Ça se fait aussi dans les pays européens et autres. Donc, la BCEAO, c'est la France. Donc, vous avez cette politique qui doit être faite, donc avec les efforts que les États doivent faire. Si, en plus de cela, maintenant, des individus aussi, qu'ils apprennent un peu à se mettre ensemble. Vous voyez, moi, quand je rentre dans une rue et que je vois 20 coiffeurs dans la même rue, c'est une hérésie totale parce que ça ne sert à rien. Alors qu'en se mettant tous les 20 ensemble, ils vont créer un grand salon de coiffure qui sera toujours plein. Parce que chacun amène ses clients. Vous allez aux États-Unis, vous le voyez, vous avez des salons communs avec plein de coiffeurs et chaque client a son coiffeur attitré. Et là, l'avantage, c'est qu'ils mutualisent les charges. Et donc, ce que moi, je paye tout seul, on le paye à 20. J'ai plus d'avantages en fait à le faire et on peut faire des investissements puisqu'on aura plus de profondeur financière ensemble sans nécessairement attendre de l'État et de tout ce que l'on veut. Mais ce dont vous parlez de la fiscalité, on est d'accord. Mais cette fiscalité ne pourra changer que si même les individus, parce qu'il y a des individus qui travaillent, qui gagnent de l'argent et qui ne payent pas d'impôts. Si ces individus commencent par payer, la pression va diminuer sur les autres. Il faut qu'on comprenne aussi que nous avons une action collective et que l'action individuelle a des impacts sur les autres et sur toute la société de façon globale. Et donc, toujours dit État, je vois qu'on exagère. Ce n'est pas seulement l'État qui va tout faire. Nous devons, en tant qu'individu, être militaires. Je suis tout à fait d'accord. L'État a sa responsabilité. L'État doit prendre ses responsabilités, mettre en place des balises, orienter, créer les environnements favorables. Et l'individu doit rentrer dans le moule et suivre ces environnements et ces tests qui sont mis en place. Je vais intervenir rapidement sur ça pour qu'on puisse évoluer dans ce débat. Pour remercier le gouvernement pour avoir lancé le Challenge Fund jusqu'à hauteur de 500 000 USD par projet. Au Bénin. Oui. Malheureusement, exclusivement dans le secteur du tourisme. Et c'est là que ça bloque. Parce que si le gouvernement est allé jusqu'à lancer un projet pour financer les entreprises start-up, c'est-à-dire naissantes, à hauteur mais là, vous ne vous plaignez pas que ça soit des fonds étrangers. À hauteur de 250 millions de francs CFA, je pense que si le gouvernement intègre en son sein l'initiative de faire naître des entreprises aussi industrielles, l'État pourrait le faire. C'est vrai que la Banque mondiale finance le Challenge Fund du gouvernement béninois, mais rien n'empêche le gouvernement béninois de négocier aussi des financements pareils pour des concrétisations de projets tels que des fabrications de brosses à dents, de papier, des concrétisations je voudrais juste rajouter un truc. Je ne sais pas si vous avez lu le programme. Le thème global, c'est le tourisme, mais le tourisme a des sous-secteurs qui l'accompagnent. Donc, vous avez le numérique, vous avez la production locale. Vous pouvez faire un programme pour le tourisme qui vient de la production locale, vous comprenez? Et vous avez plein de choses qui l'accompagnent. Mais ce n'est pas parce qu'on a mis le chapeau tourisme que ça veut dire que les services qui peuvent accompagner le tourisme ne sont pas pris en compte. Si vous arrivez à faire le lien avec le tourisme, vous bénéficiez du programme. Alors, on va évoluer dans ce débat. S'il y a un constat qui est également fait, qui est, je crois, incontestable,
c'est que les jeunes diplômés sont les plus touchés par le chômage. On est donc tenté de croire que c'est le système éducatif, le système académique lui-même qui constitue un handicap à l'emploi ou à l'entrepreneuriat des jeunes. Moi, je dirais directement sur ce point qu'il y a certaines facultés qui vont peut-être devoir réduire le nombre d'étudiants ou carrément fermer. Je suis parfois peiné quand je vois les effectifs des étudiants dans certaines facultés sur notre campus d'Abomey-Calavi et je me demande quelle est leur assurance de pouvoir trouver un emploi quand ils vont sortir de là. Et je ne sais pas comment il se fait qu'ils sont obligés de s'inscrire dans ces facultés. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas blesser des gens, mais nous sommes convaincus que ces personnes étudient pour ne pas avoir d'emploi. Eux-mêmes, parfois, ils sont convaincus, mais ils étudient quand même, dans des conditions même difficiles. Donc, je me dis, comme le Nigeria l'a fait, le Nigeria a déclaré la filière génie mécanique filière gratuite. Parce qu'on sait que c'est cette filière, par exemple, qui va permettre aux entreprises de recruter des gens qui vont faire tourner les industries, qui vont faire tourner la production de richesses. Mais qu'est-ce qui empêche nos gouvernements ici? La filière génie mécanique au Bénin est l'une des filières très chères. Je pense même c'est encore au sommet des filières. Ce qui fait qu'il y a très peu de personnes qui sont dedans parce que l'État même n'a pas encore pris une résolution de se tourner vers l'industrialisation, de se tourner vers la production de richesses. Le gouvernement actuel a fait une priorité sur le tourisme, c'est une bonne chose, mais je les invite à ajouter au secteur du tourisme le secteur de la production des biens. Tous les pays qui se sont développés au monde sont des pays industrialisés. C'est pas pour rien que nos frères sont obligés de traverser la Méditerranée pour aller dans ces pays industrialisés parce que l'industrie est le seul domaine qui permet à quelqu'un qui n'a aucune compétence, Il faut alors créer des écoles de business. Aucune formation pour trouver un emploi. C'est de cela que vous parlez. Il faut des écoles, des instituts, des universités qui font des filières pratiques, beaucoup plus pratiques. Beaucoup plus pratiques d'abord. Et aussi qui permettent à ces gens-là de pouvoir rentrer sur le marché de l'emploi, même si ce n'est pas nécessairement au Bénin. Et c'est en cela que la langue est une barrière terrible pour nous, la langue française que nous parlons, qui empêche par exemple quelqu'un qui a son diplôme au Bénin de travailler au Nigeria ou bien de travailler au Ghana. Et c'est en cela que nous sommes aujourd'hui dans la logique, comme Macron est venu le dire au Burkina, nous déconseillons d'abandonner le français pour l'anglais, mais nous allons abandonner le français pour l'anglais. Il y a ce problème d'incohérence entre les filières proposées et les besoins du marché de l'emploi, mais il y a aussi ce manque de formation des étudiants donc, aux capacités entrepreneuriales. Les écoles de business sont rares dans la plupart de nos pays africains. On continue chaque année, il a dit, de former des juristes, de former des économistes, de former des médecins, alors qu'il y en a au chômage assez, alors qu'on ferait mieux de former des entrepreneurs, de vrais entrepreneurs. Oui. Bon, je pense qu'il y a souvent ce procès que j'entends souvent et ça me fait bien sourire. Mais je vais revenir dessus. Le gouvernement actuel n'a pas choisi exclusivement le tourisme. Il ne s'agit pas... Il y a l'agro-industrie, lorsqu'on parle d'industrialisation, il y a le numérique. Et nous sommes dans un processus de transformation structurelle de l'économie béninoise. Et c'est les secteurs qui ont porté. Tout pays qui a réussi la transformation structurelle a choisi des secteurs prioritaires pour pouvoir faire porter cette transformation structurelle. Maintenant, si vous revenez sur la formation, on dit souvent inadéquation entre la formation et le marché du travail. Comment ça se fait? Bien évidemment, on regarde l'efficacité des universitaires, l'efficacité externe en disant que plus on est diplômé, plus on est au chômage. Mais c'est une analyse statique. On ne regarde pas la capacité d'insertion de ces gens-là. Qui sont ceux qui s'insèrent le mieux? Est-ce que c'est les diplômés ou les non-diplômés? Quand vous faites ce genre d'analyse, vous allez vous rendre compte que c'est toujours les diplômés qui s'insèrent le mieux sur le marché du travail. Mais c'est encore les diplômés qui sont plus au chômage. J'arrive, c'est eux qui s'insèrent le mieux sur le marché du travail. La deuxième chose, il n'y a pas un seul pays au monde. Il n'y a pas un seul pays au monde où on sort de l'université, on trouve un emploi. Il y a toujours un temps de chômage, ce qu'on appelle le chômage temporaire. Ça dure selon le type de formation que vous avez fait. Ça va jusqu'à 2 ans parfois. Maintenant, ce que nous devons savoir ici, prenons notre marché du travail. Quel est ce marché du travail? Il a besoin de quoi en réalité? Il a besoin, au jour d'aujourd'hui, si on prend la structure actuelle de notre marché de travail, au Bénin, il a besoin des personnes qui travaillent dans le secteur informel, qui seront des porteurs d'eau, qui seront des maçons, qui seront des ouvriers, et ainsi de suite. On les forme à l'université? Non. Donc,
quand on est en train de faire ce procès, est-ce que nous allons continuer à se dire nous devons former pour ce marché du travail-là, ou nous devons former en nous inscrivant dans la dynamique du changement de la structure de ce marché du travail? Et là, il faut un arrimage de la formation aux politiques de développement que nous avons mis en place. Et c'est ça le plus important en réalité. Et quand les entreprises viennent pour dire oui, vous formez des gens dont nous n'avons pas besoin. Moi, mon premier emploi en tant qu'économiste, je finissais mon master, j'avais besoin de travailler quelques temps. Je l'ai eu dans un cabinet d'avocats. Pourtant, je ne connaissais rien du juriste. Et en tant qu'économètre, j'ai aidé ce cabinet à gérer, à mettre en place un système qui permet d'évaluer le système de réussite et d'échec des procès. Le deuxième, ça a été dans une maison d'édition. Je ne suis rien de littéraire. Pourtant, j'ai travaillé dans une maison d'édition. C'est ça la force de l'enseignement supérieur. C'est la capacité d'adaptation de l'individu. On lui donne des aptitudes pour qu'une fois sur le marché du travail... Mais au même moment, on forme des jeunes qui n'arrivent pas à créer de la richesse, qui n'arrivent pas à le faire. Je suis d'accord, mais est-ce qu'il faut nécessairement former, créer... C'est très francophone de vouloir cloisonner des gens dans des couloirs, en pensant que pour pouvoir entreprendre, il faut aller dans l'école de l'entrepreneuriat. Vous avez des gens qui n'ont rien de formation d'entrepreneurs et qui entreprennent dans les autres pays. Et le fait de parler de langue, c'est un faux procès. Et je finis sur ça. C'est un faux procès de dire nous parlons français. Pour moi, le français comme l'anglais sont des langues étrangères. Si j'ai pu apprendre le français, je peux apprendre l'anglais. On ne va pas faire ce procès de langue. Alors, merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Le temps, comme je le disais au tout début, passe très vite et c'est passé. Nous avons 45 minutes. On reviendra certainement sur d'autres pans de ces débats. Merci d'être passé dans cette émission. Docteur Cyriaque Edon, économiste, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Jaurès Sobossi, analyste économique et jeune chef d'entreprise. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA.